Voilà, bienvenue sur la radio Maurger FM, sur notre émission Construisons notre avenir. Merci d'être présente. Merci. Nous sommes aujourd'hui avec la directrice, Madame Renée Gratton, la directrice générale de TVC 22, ici à Clarence-Rockland, dans la région est de l'Ontario, ici au Canada. Merci d'être ici. Alors, pour la petite histoire, on va dire un peu, TVC 22, c'est un organisme à but non lucratif fondé en 1990. Waouh! En tout cas, félicitations pour la pérennité. TVC 22 était à l'origine une télévision communautaire indépendante dont le mandat était de produire des émissions de télévision. Grâce aux avancées technologiques, l'organisation est en pleine transformation pour devenir une station multimédia, ce qu'elle est devenue aujourd'hui même, offrant un service de journalisme local et divers services audiovisuels. Merci Madame d'être là. Merci. Merci de nous avoir accordé cet entretien, cette entrevue. Sans plus tarder, on a vu un peu votre studio. En tout cas, félicitations. On voit vraiment que vous êtes très bien loti. Vous êtes très bien. Vous avez tout le matériel qu'il faut. Vraiment, on sent qu'on est à la pointe de la technologie. Alors, pour la petite histoire, présentez-vous pour le commun des mortels qui vous suivent actuellement. Merci à vous de nous inviter à participer. Alors, je suis effectivement Renée Gratton, je suis la directrice générale depuis, maintenant 3 ans et quelques jours. Et puis, en fait, TVC 22, comme vous disiez, très bien décrit. On est devenu, avec les technologies, les avancements, on est vraiment devenu une station multimédia. On a encore l'habitude de dire station de télévision, mais vraiment, c'est multimédia maintenant. D'accord, c'est super, c'est une bonne chose. Alors, là, vous nous avez présenté modestement, quand même, il y a une longue histoire, parce que j'ai dit tout à l'heure, à l'énoncé que ça fait depuis 1990. Oui. Alors, comment vous avez fait pour tenir jusque-là? C'est quoi le secret? Je pense que c'est définitivement dû à les membres de la communauté qui, au travers des années, les conseils administratifs, et puis il y en a eu beaucoup qui ont passé au travers des années, le vouloir, la persistance, le soutien et le désir, reconnaissance par les gens de la région, l'importance d'avoir un contenu local dans les régions rurales comme l'Est de l'Ontario, à l'Est d'Ottawa ou n'importe quelle région rurale on manque. On est des déserts d'informations. C'est pour ça l'importance d'avoir des groupes comme vous, comme nous, et qui s'intéressent aux communautés rurales. Et puis, dans le cas de TVC 22, je pense que le pire a vraiment été la période de pandémie, comme à peu près tous les organismes. Et puis pour nous... Quand vous parlez en plus on en parlera tout à l'heure, mais j'étais très impressionné par le programme que vous avez mis en place. Lors de Covid, je crois que c'était à ce moment-là que vous avez créé le programme Régénération, je crois. Oui, effectivement. En fait, c'est la stratégie. Voilà, justement. Donc, on en parlera vraiment très bien. Oui, absolument. Oui, quand j'étais arrivée, c'était pas évident. À la fin de 2022, la pandémie avait fait que... tous les employés s'étaient resitués. Il restait une personne qui travaillait 2 jours par semaine et puis c'était vraiment juste pour le bingo télévisé. Tout ce qui était production de contenu, nouvelles, tout ça avait arrêté. Alors, on a vraiment, à travers la fin de 2022 et puis 2023, rebâti de là le titre Régénération de la stratégie, mais on a dû rebâtir l'équipe et puis vraiment évaluer qu'est-ce qu'on était pour être, parce que évidemment une télévision aujourd'hui, une station de télévision aujourd'hui ne survivra pas
Et puis, on voit des centaines. J'ai entendu à un temps le chiffre que 300 stations de télévision communautaire à travers le Canada avaient fermé. Wow. Et Ouais. puis, il y en avait une autre à Hawkesbury avec Cogeco, a fermé. Donc, on restait la seule. Alors, si on était pour continuer, il fallait vraiment se réinventer totalement. Puis je pense qu'au travers des années, j'étais pas là, mais je pense que depuis 90, c'est vraiment les directeurs, les membres de directeurs et puis les membres des équipes qui ont œuvré au travers des années, qui ont fait l'engagement et puis la communauté qui a supporté depuis ces temps. Donc, C'est vrai. c'est les gens, c'est le pouvoir humain. C'est vrai, le pouvoir humain. Alors, c'est vrai que vous êtes arrivé. Moi, je suis très impressionné. Alors, les programmes que vous mettez en place, c'est à la demande du public ou c'est en alchimie, en fait, en harmonie avec le public, ou bien c'est vous-même qui les créez et voilà. La ligne éditoriale, elle se fait comment, en fait? C'est les deux. Oh, C'est les deux. Alors, d'accord. moi, j'arrive d'un monde, quand je suis arrivée ici, je disais tout le temps dans mon ancienne vie, Mhm. j'étais Mhm. dans un tout autre monde, qui était le monde de la construction, Oh, du développement durable. C'était vraiment ma spécialité, ok. ma passion. Mhm. Le développement durable physique, Mhm. donc surtout dans les environnements bâtis. Euh, alors, j'ai œuvré dans ce métier de construction dans diverses arts pendant 35 ans, mais avec un background en développement durable et puis une passion. J'ai, au travers des années, fait beaucoup d'initiatives. J'ai travaillé avec beaucoup d'organisations. Et puis, une chose qui me revenait toujours avec ce que mon travail était, puis peu importe où j'étais, parce que je fais des conférences littéralement partout à travers le monde, et puis ce qui revenait toujours était le fait que l'information et la communication étaient un problème. C'est Mhm. soit overload, information overload, Ouais. greenwashing, on va en parler, la désinformation, le coût d'information et communication, et l'autre était l'éducation. Alors, peu importe, toutes les organisations disaient toujours la même chose sur le problème de changement. Mhm. Et moi, avec ces connaissances, et puis ma spécialité étant la gestion de projets et la gestion de changements systémiques pour toutes sortes d'initiatives, essentiellement, c'est certain que j'ai amené de l'expérience que j'ai proposée et je suis vraiment chanceuse. On est chanceux, l'équipe de TVC22, parce qu'on est supporté par des directeurs qui sont très ouverts. Parce que on a fait des changements au début, quand on parlait de la pérennité, ça n'a pas été facile. On est obligé de couper le bingo que certaines personnes aimaient beaucoup Ouais. parce que c'était plus... en fait, c'était un coût énorme plutôt que de ramener des fonds. Euh, mais une équipe vraiment ouverte des deux côtés, des employés autant que Mhm. la direction. Ceci dit, c'est pas juste mes idées puis l'équipe, c'est certain que on a été à l'écoute. On demande aux gens de façon constante ce qu'ils veulent, mais les gens nous approchent aussi. Mhm. Les gens amènent des idées, et puis c'est ce que la télévision communautaire, le média communautaire devrait être. Mhm. Alors, on est à leurs écoutes, et puis nous, On, on on propose. le voit souvent, puisqu'il y a des fois que vous mettez en place ce qu'on appelle
l'Assemblée générale, parfois. Vous faites l'Assemblée générale, c'est filmé, les gens peuvent voir et tout. Est-ce que c'est de là aussi qu'ils proposent certaines idées? C'est certain que quand on a nos assemblées, les gens, on est à l'écoute des gens. Donc, oui, on filme l'Assemblée générale, mais on a aussi eu, exemple, l'automne passé, puis on va en avoir un autre, un atelier sur une initiative qui s'appelle un laboratoire vivant. Donc ça, c'est une initiative importante. Et puis, nos ateliers sont vraiment, on propose une idée qui est ouverte et puis on demande aux gens de non seulement s'impliquer, mais d'amener le créativité. Pour assurer que ça rend compte ce que les gens demandent et parce que on est de plus en plus diverses. Déjà, moi j'ai grandi à Alfred dans Prescott Russell. Et puis je suis allée à l'école à Plantagenet, donc je suis vraiment une fille d'ici, de cœur et âme. Et puis on remarque vraiment des changements dramatiques. Le plus important, je pense, c'est la diversité culturelle. Alors, on voit ça. Et puis, exemple, je parle présentement là, le changement de couleur de la francophonie régionale. Oui. Comme ça change. C'est ça change. L'ethnicité, on voit des restaurants nouveaux, des cultures nouvelles. Alors, faut vraiment être à l'écoute. Alors, j'étais très impressionné, intéressé surtout sur cette question. Vous avez dit qu'il faut souvent être créatif, se réinventer. Alors, lorsqu'il y a eu la grande pandémie en 2022, je voulais revenir sur votre programme Régénération. Oui. Alors, Régénération, vous avez parlé de développement durable, ça touche un peu à l'écologie, ça touche à beaucoup de choses. Cette conscience-là de comprendre que sur la préservation de la nature, tout simplement, être en harmonie avec le climat. Comment a été perçu maintenant ce programme? Comment ça a été? Comment ça s'est écoulé dans le temps de 2022, je crois, jusqu'à aujourd'hui, 2025? Alors, toute la gestion de changement est vraiment, que ce soit organisationnel ou systémique, est vraiment différent de la gestion de projet. Dans le sens que un projet va avoir un début et une fin. Très clair. Mais la gestion de changement, ça va commencer avec le début, mais ça s'étire parce que les gens, on change pas au même rythme. Pour certains, l'ADN de sensibilisation écologique, ou je devrais dire la sensibilisation écologique, ça fait partie de notre ADN. Pour d'autres, c'est plus lent et puis c'est plus complexe. Donc, moi, j'avais non seulement dans mon ADN, j'avais un père qui nous amenait beaucoup en forêt. Ma mère me disait qu'on campait quand on était en couche les deux. Et puis, fait que ça va de loin. Mais par contre, la sensibilisation de la population en général, c'est là. Alors, on peut pas forcer, donc il faut amener des différentes options, des différentes idées. Et puis, nous, c'est un peu ça. Mais c'est aussi, je parle constamment d'être à l'attention. Donc, je donne un exemple très concret. Il y a un contact qui m'a présenté, il m'a dit écoute, il y a une initiative, une subvention avec la cité collégiale parce que nous, on avait déjà commencé là, à sensibiliser. On avait commencé annuellement une collecte de recyclables électroniques. Dans une place comme ça, on est entouré d'équipements électroniques, puis je pense que c'est super important de se regarder avant de prêcher. Et puis donner leadership, par exemple. C'est bien, puisque ça me passionne, en fait, puisque je suis aussi concerné sur ce sujet-là. Alors, en quelques mots, puisque ce serait bien de mettre
d'éveiller un peu la conscience des personnes qui nous suivent. Alors quand vous dites ça, c'est que quelque part, vous dites qu'on est comme là, par exemple, on a envahi de plusieurs objets électroniques. Qu'est-ce que ça nous... Quelles sont les causes que ça peut nous emmener chez nous, les êtres humains? En fait, tout ce qui est physique a une production, un processus de production et puis une vie. Et puis, au bout de ligne, faut être conscient, on a des tendances à toujours vouloir les derniers équipements, puis tout ça. Mais tout ce qui est production a un impact sur les changements climatiques. Et puis, plus on... le côté digital, donc on passe d'analogue à digital, c'est superbe, mais tout ça prend des grands centres et puis qui consomment beaucoup d'énergie. Donc, les nuages, il y a de l'équipement qui garde tout le data, toute l'information. Alors, c'est d'essayer de faire le balan. Et puis, quand on parle de notre journée d'électronique, exemple, on fait ça en collaboration avec le Conseil de produits électroniques du Canada. Et puis, donc, eux autres, il y a une petite... retour financier, c'est-à-dire on a de l'argent pour le montant. Plus on ramasse d'équipements, plus on a une subvention qui reflète ça. Mais pour nous, c'est aussi de sensibiliser les gens avec cette journée-là. Donc, on fait autant de sensibilisation possible. Ça veut dire que l'impact, en fait, de tous les objets électroniques, on s'en rend pas compte. On voit ça comme si c'était, on sait que c'est plus analogique, on se dit, comme vous avez dit, que c'est du numérique, digital, on se dit que bon... Or que ça a des impacts très forts sur la santé, ça peut nous nuire. Ah oui, tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est production, et puis émet un certain... des différentes pollutions, différents degrés de pollution. Donc, c'est pas juste ce qui va dans le site d'enfouissement, c'est les émissions à partir de l'extraction des minéraux. Ensuite de ça, la production, le transport, l'utilisation, et puis enfin, ce qu'on fait avec à la fin de vie. Alors, tout ce qui est production a des impacts sociaux, économiques, environnementaux sur les systèmes écologiques. Et puis, tout ça, au bout de ligne, a une très forte connexion sur les changements climatiques et qui nous reviennent au point de vue santé et bien-être. Donc, alors, c'est difficile parfois à quantifier, mais parce qu'on peut quantifier combien de tonnes on évite d'envoyer au site d'enfouissement, mais les impacts au travers du cycle de vie, ça c'est plus difficile. Mais il y en a un qui me vient en tête, qui me tient bien à cœur, c'est on voit de plus en plus les sites d'enfouissement mis près, exemple, des communautés rurales, parce que c'est loin, on les veut pas en ville. Et puis, de plus en plus, on les envoie dans le nord, et c'est souvent les communautés autochtones, les communautés à minorité visible, les communautés qui ont déjà des difficultés importantes économiquement. Alors, je pense qu'il faut commencer à être plus créatif. Il y a plusieurs années, j'ai vu une étude de IBM, grosse, et qui était avec les exécutifs qui demandait c'est quoi la qualité la plus importante pour vos exécutifs. Ça, c'était à travers le monde. Et puis, la qualité qui est revenue la plus importante, c'est la créativité. La créativité. Parce que comme exécutif, si nous, on peut être créatif, ça descend. Autant que les gens au bas de l'échelle, il y a les organismes les plus créatifs sont ceux qui se rendent compte
Donc, ceux au bas de l'échelle qui sont créatifs et puis qui poussent vers le haut, et puis les exécutifs Ouais, qui supportent ouais, c'est vrai. ces idées. Il faut que ça se fasse. Mais c'est vraiment la créativité, c'est une des compétences les plus importantes pour les exécutifs dans les grandes entreprises. Et puis on le voit. On le voit quand les gens le sont. Ouais. Mais je veux juste terminer sur justement là, ce qui nous a. On le faisait déjà, et c'était déjà dans notre ADN. Et puis j'admets que parfois je le pousse. Mais avec la Cité collégiale, on a eu l'opportunité. Donc, eux ont eu une subvention avec FedDev. Et puis, ils ont un nouveau programme pour former les entreprises régionales avec une certification éco-responsable. Et puis, on a fait partie du premier cohorte à l'est d'Ottawa. Donc, on était juste 5. Je suis fière de dire qu'on est le premier de la gang du cohorte à recevoir la certification. Je dois admettre que c'était facile pour moi parce que j'avais un background en certification, j'avais de l'expertise et donc pour moi c'était un peu plus facile qu'un groupe qui arrive puis qui a jamais fait ce genre de choses. Mais c'est certain que avoir la subvention avec la cité collégiale, ça l'a motivé parce que là, le conseil, c'est certain qu'on a dit, OK, est-ce qu'on fait... Parce que c'est du temps quand même, Oui, faire ces choses-là. Donc, ça a pris du temps, ça a pris l'engagement de notre trésorière de s'impliquer et puis mettre un employé, puis avoir des rencontres, des sessions d'information, d'apprentissage, et puis ensuite de ça, maintenant, on a un plan d'action. Et puis, il faut le faire. Ouais. Donc, ça, c'est certain que ça l'a définitivement été comme le impetus, ce qui nous a poussé. Mais là, on en est fiers. Et puis, c'est certain que pour là, on est fiers de dire qu'on est la première organisation. Non, félicitations, c'est très bien. Très bien. Mais il faut le faire aussi. C'est ça. Il faut oser, il faut le faire, c'est l'énergie, tout ça. Oui. Alors, j'ai une question qui me vient là en tête. Le développement durable, c'est quelque chose qui est très important pour vous, qui tient à cœur. Donc, quand on dit développement durable, on parle de l'économie verte, voilà. Mais on a vu, depuis l'arrivée de Trump, avec sa guerre commerciale, on va dire, ça a éveillé en fait un soupçon de nationalisme chez les Canadiens. Alors, ça a éveillé un soupçon de nationalisme chez les Canadiens. J'ai 2 questions là-dessus. Vous êtes prête? Je suis prête, j'écoute. Alors, j'ai 2 questions. La première question, c'est sur, encore le développement durable. On a l'impression que, comme il y a eu la guerre commerciale, les politiciens et les opérateurs culturels, enfin les opérateurs plutôt économiques, se sont un peu plus décidés de diversifier en fait leur économie, de diversifier leurs entreprises. Et se sont tout de suite directement mis sur le métal, sur tout ce qui est pétrole. Et ils semblent un peu avoir oublié le côté de l'économie verte. Alors, ça c'est la première question. La deuxième question, comment maintenant, vous, en tant que média, presse, une grande presse ici dans l'Est Ontario, et comment maintenant les personnes nous suivent? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous maintenant qu'on leur projette? Puisque on semble voir qu'il y a le nationalisme qui est revenu. Pour la petite histoire, mon père est venu de France, et comme c'est un amoureux comment on peut dire, des bonnes boissons, on va dire, hein, des bonnes boissons. C'est un amoureux, voilà, il est vraiment très raffiné dans ses goûts. Alors, j'avais complètement oublié, j'ai dit, papa, tu veux quoi pour ton anniversaire? Enfin, qu'est-ce que tu veux encore comme cadeau? Lui, c'est tout de suite avec un bon petit whisky, un bon petit bourbon.
Et j'avais oublié, je me suis dit, ben, je vais aller le prendre peut-être à Jacques Daniels, parce qu'il est en France, lui, il adore ça. Et je suis parti à LCBO, on m'a dit que non, on n'a plus, c'est fini. Et du coup, j'ai redécouvert des produits canadiens, et puis on a pris quelque chose de bien. Voilà, on a fait ça. Alors voilà, c'est une petite parenthèse pour vous faire comprendre un peu à quel degré nous sommes arrivés. Alors, voici mes 2 questions. Je les laisse. Wow, OK. Ben, la première partie, donc, les politiciens, c'est certain que comme petite organisation, que ce soit médiatique, que ce soit la petite entreprise au coin de la rue qui essaye, qui a des produits locaux, ou Ivaco à L'Orignal, qui est un impact énorme avec tout ce qui se passe. Donc, peu importe. C'est toujours un changement. Moi, je dis, le développement durable, là, c'est peut-être pas le bon mot. C'est peut-être pas la bonne. Parce que, je dis toujours, les goalposts, là, les poteaux là, de but changent. Oui, ça bouge. Ça bouge. Tout est toujours en changement. Alors, de là, l'importance d'être créatif, premièrement. Exactement. Et puis aussi, c'est assez difficile avec les gouvernements, la façon que nos systèmes fonctionnent aux 4 ans. C'est difficile pour eux de pouvoir, parce que c'est certain que oui, ils veulent se faire réélire, mais c'est normal. Nous, on veut continuer comme entreprise, c'est normal. Mais, donc, une expérience que j'avais avec une initiative sur la gestion de déchets, on avait fait beaucoup de projets avec le ministère de l'Environnement, on y était super impliqués. Et puis là, tout d'un coup, le gouvernement a changé. Puis là, la priorité du premier ministre avait changé. Les directives au ministre étaient différentes. Donc, c'est toujours un peu à recommencer. Ça, cette partie-là, je dois dire, elle est frustrante. Mais c'est la réalité. C'est la réalité du terrain, ouais. C'est ça, c'est la réalité. Alors, je devrais peut-être dire qu'une autre qualité qu'il faut avoir, c'est la résilience, la patience et la résilience. Exactement. Ça fait que ça, cet aspect-là. Par contre, l'autre aspect, je dois dire, c'est tellement important. 90%, si pas plus, de notre économie est basée sur les micro, petites, moyennes entreprises. C'est pas les méga et les internationales. Sont super importants et puis ont beaucoup d'influence, en fait de plus en plus d'influence vers les gouvernements, mais le pouvoir des micro, petites, moyennes entreprises est extraordinaire si ils travaillent ensemble. De là, déjà, je vais dire exemple, les télévisions communautaires voyaient la radio communautaire comme étant une compétition. Et puis moi, quand on s'est parlé, ben, on a déjà un partenariat avec Radio Go FM. On a fait les élections ensemble avec le journal The Review. On a vu, c'était vraiment très bien couvert, vraiment magnifique. Puis on était les seuls. Je félicite la radio Go FM et Review. En tout cas, vraiment, c'est des très grandes presse. C'est ça. Parce que le premier, on a été lancé rapidement sur une élection provinciale et puis, on l'a fait. On l'a fait seul, mais c'était ridicule. Et puis quand l'élection fédérale est arrivée, j'ai dit, on peut pas refaire ça encore, parce que c'est une petite télévision communautaire, on n'a pas les gros budgets, les gros moyens, tu sais. Mais tout de suite, quand j'ai appelé mes collègues de GoFM et de Review, puis j'ai dit, bon, ben l'élection fédérale, si on la travaillait ensemble, ce serait tellement plus facile, et puis c'était superbe. Ouais. Donc, puis on a été capable de, ensemble, vraiment bien couvrir.
quand on s'est rencontrés, je dis bravo, un autre stationnaire. Donc, plus on va commencer à travailler ensemble, puis ça fait partie de notre philosophie de régénération, de notre initiative de Lab Vivant, c'est vraiment de faire des tests. Je vois tous les partenaires, je vois même GoFM ici, c'est un exemple à suivre, d'être une corporation. Ouais. Dans cette corporation-là, on a parlé de tous les politiques, on en a parlé un peu. Maintenant, c'est vrai que quand on est ensemble, on est une force, on arrive à faire un travail collégial de contre-vérité. Tout à fait. Alors, contre-vérité, c'est-à-dire que nous sommes là, surtout notre radio, la Marie FM, nous amenons la paix sociale et nous travaillons aussi nous faisons la lutte contre la désinformation. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport... C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et puis, je pense que ça va devenir, sincèrement, là, je pense que ça va devenir de plus en plus difficile. Alors, de là l'importance de s'affilier, de décider avec qui nos partenaires et comment on va assurer une qualité d'information. Donc, c'est certain que il va y avoir de plus en plus de médias, de plus en plus de... Puis, justement, là, il y a des sondages qui sortent, là, qui démontrent là, que les gens vont plus juste vers Radio-Canada et puis CTV, là, ils vont partout. Et puis, c'est clair. Ce qui est vraiment dangereux, c'est les médias sociaux comme Facebook, Meta. Hillary Clinton l'a dit. Oui. Il l'a confirmé, elle l'a affirmé, elle a dit que si on ne fait pas attention, dans quelques années, nos médias traditionnels, c'est-à-dire les grands médias qui sont là depuis longtemps, donc ils vont être amenés à disparaître. Et c'est plutôt, disons, nous qui allons vraiment prendre la place, puisque nous sommes proches, nous parlons d'eux, nous sommes H24 avec eux, nous travaillons sur la proximité. Oui. Allez-y. Non, mais j'allais dire une autre chose aussi, c'est de décider que tu vas prendre une politique. Donc, nous, on a pris on a adopté et puis on vit par un très haut standard de médias. Et puis, nos histoires, en fait, on fait partie, on fait partie du programme de Patrimoine Canada sur le journalisme, l'initiative de journalisme local. L'argent vient de là, mais c'est géré par des groupes, d'autres groupes. Donc, c'était jusqu'à tout dernièrement un groupe qui s'appelait Cactus. Là, ça va changer. On va être avec un consortium de médias pour les langues minoritaires. Consortium de Montréal. Et puis, dans les deux groupes, nos histoires qui sont vérifiés par un éditeur indépendant. OK? So, c'est pas c'est sûr que nous, on se vérifie avant de l'envoyer. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est un éditeur indépendant qui vérifie. C'est un éditeur indépendant. Et puis, quand on choisit nos sources d'information, on fait vraiment attention. Et puis aussi, on est conscient que, tu sais, si on fait... je sais pas moi, quelque chose qui comme là, on regarde la question de déchets nucléaires, exemple. OK? Ben, c'est certain qu'il y a deux camps. Et puis, c'est compliqué. c'est certain. Mais l'autre chose aussi, tout à l'heure, je parlais de la certification éco-responsable. Une des raisons pourquoi on a décidé de faire ça, c'est encore là la crédibilité. Parce que qu'est-ce qu'on fait est vérifié par un corps, un organisme indépendant. On a, donc, si on dit on a amélioré, peu importe la situation, de tant %, c'est vérifié. Mais par exemple, c'est vrai que c'est vérifié, mais par exemple, dans le cas où les presses locales, on est proche vraiment de la réalité parfois. Et on peut voir que, bon, je ne sais pas si je pourrais dire ça comme ça, mais on peut voir que c'est parfois repris
Oh, tout à fait. Voilà. Nous Ouais. faisons une tonne de production et c'est parfois repris. Et Mhm. parfois, peut-être un peu mal repris. Oui, puis on va prendre un soundbite, là, tout ça, là, puis ça va être mis hors contexte complètement. Voilà, Hein? voilà, voilà. Et oui, puis ça, tout à l'heure, tu parlais de Trump. Là, tellement de choses qui. Et je Exactement. pense que c'est l'expert Ouais. en prendre du contexte, hors contexte. Mhm. Et puis. Exact. Mais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire. C'est certain que les gouvernements ont une grande responsabilité. Mhm. Et puis, bon, à la fin de cette semaine, jeudi, vendredi, je m'en vais à une conférence justement des médias à travers le Canada. Mhm. Et puis, ça va faire partie, en fait, c'est le gros de la conférence. Mhm. Comment on va se transformer, non seulement à cause des changements technologiques, puis que maintenant, n'importe qui peut se dire journalisme, Oui, tu sais, n'importe. hein, au bout de ligne, surtout à Star, tu peux faire un balado de ta Mhm. maison, Ouais. c'est super facile. Ouais. Mais donc, on va discuter de ça, mais on va. Il y a les sondages nano, justement, sur la désinformation Exactement. et puis les changements. Alors, comment on va combattre ça? Mais je pense que de là, l'importance des gens de reconnaître et de supporter les médias communautaires. Parce qu'un média communautaire d'Ottawa qui vient couvrir une histoire ici, bon, je vais prendre l'exemple des policiers qui s'étaient fait Mhm. Oui. tuer à Bourgette. Ouais. Bon, les grands médias sont préoccupés par ce qui se passe en ville. Mhm. Oui, c'est vrai. Donc, ils vont venir ici, puis ils vont. Ça va être une courte histoire. Mhm. La différence de comprendre ou l'importance de comprendre la différence avec un média communautaire, c'est que nous, on est On est dedans. on est dedans. On est dedans. Et puis, on est engagé avec une éthique comme nous, notre code d'éthique, elle est sur le politique, Exactement. l'éthique, elle est sur notre site web. Mhm. Et puis de choisir, de bien choisir, mais c'est pas facile Pas facile. pour les gens. Et puis surtout ceux qui, exemple, vont depuis toujours sur Facebook, exemple. Oui, et les gens Ouais. vont là-bas, ils s'informent là-bas et parfois pas très bien. C'est ça. Puis réalisent pas que, exemple, Meta, Mhm. qui a Facebook et Instagram, a coupé les vérifications des faits. Mhm. Ils font plus. Ouais. Tu sais, déjà, ils le faisaient. Alors, c'est certain, mais je pense que qu'est-ce qu'on peut faire, puis je reviens à, travailler ensemble les médias. Donc, si mes partenaires à Radio Go FM, qui ont, je pense, rendu une cote d'écoute de 50 000 ou près, là, c'est pas plus, là, certains, parce qu'ils ont maintenant des nouvelles stations. Tout seul, parce que, exemple, nous, on s'est fait couper comme média. Notre Facebook, entre Facebook et Instagram, on avait 3500 Oui. abonnés. C'était, ouais, il y en avait beaucoup. Ouais. Ouais. Puis maintenant, d'un coup, du jour au lendemain, C'est fini. avec la loi C-18, C-18. donc les médias communautaires, on a tous perdu nos pages Facebook et Instagram. Alors, désastre, c'est certain qu'on est obligé de recommencer, de se refaire une page Facebook, mais évidemment, à cette heure, on fait hyper attention à ce qu'on met là-dessus, mais sur YouTube, on le met. Par contre, Google a accepté, eux, de participer, puis de mettre l'argent, justement, sur le fonds pour les médias communautaires en ligne. Mhm. Mais je reviens à notre page Facebook. Donc, désastre du jour au lendemain, on perd notre page. Mhm. Ceci dit, maintenant, ce qu'on fait, quand on fait une histoire, exemple, on a fait une mise en scène avec la police provinciale, la OPP, et les pompiers de Clarence Rockland et les paramédics de Prescott Russell. Quand on a fait cette mise en scène pour sensibiliser sur conduire, les impacts de conduire en état d'ébriété. Mhm. Et puis, là, eux, ont mis sur le Facebook, sur eux, ils l'ont partagé, tous les 3 groupes, la ville l'a partagé, et puis finalement, probablement qu'au bout de ligne, il y a beaucoup plus que 3500 personnes qui l'ont vu.
Parce que là, tout d'un coup, il y avait 4-5 organisations qui le partageaient au travers de tous les médias. Et puis, eux ont beaucoup d'inscrits. Donc, comme je dis, là, si on regarde des approches différentes et puis dire, qu'est-ce qu'on va être dans le futur? Est-ce qu'on va continuer de se soucier même de Facebook ou est-ce qu'on va plus se concentrer à notre site web et puis notre YouTube? C'est vraiment une très bonne question, puisque là, ça revient encore au nationalisme qui arrive et qui parle de maintenant nous créer, comme vous avez dit, qu'être créatif, se réinventer. On parle même de suspendre même les YouTube, de suspendre et de créer des nouveaux médias. C'est là où on en parle, c'est là où on réfléchit. Alors, je vous ai mis, chers téléspectateurs et internautes et auditeurs, je vous ai mis le projet de loi C-18, c'est la loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada. Donc ça, c'est la loi concernant les plateformes de communication en ligne, rendant disponible le contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada. Excusez-moi, je me suis répété. Alors, ici, il y a tout l'article, vous pouvez suivre, vous pouvez comprendre pourquoi, du jour au lendemain, par exemple, les grands médias comme TVC 22 se retrouvent comme ça d'un coup, boum, avec plus rien. Il y a une explication à cela, vous pouvez voir ici directement sur, comme je vous ai mis tout à l'heure, l'article, la loi sur C-18. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on en parle. Oui, et puis, je veux juste dire aussi que la loi C-18, l'intention est superbe. L'intention, c'est d'assurer que les gros médias comme Google, comme Meta, comme YouTube, peu importe, que les gros médias payent pour ce qui... Parce que eux se servent de journalisme que nous on fait, que nous on paye pour, et puis eux s'en servent et ils font des profits. Donc, l'objectif de la loi, c'est que, si tu fais un profit, tu le partages au Canada. Donc, l'intention est bonne. Ce qui a peut-être manqué, comme souvent, que ce soit au fédéral, peu importe à quel niveau, les lois, c'est la mise en œuvre. Donc, comment on va le mettre? Et puis, là, c'est ça. Donc, l'exemple parfait, c'est ce qui est arrivé avec Meta. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, la loi est dure, comme on dit, quand elle sévit, quand elle tombe, elle tombe. C'est ça. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Mais on entend parler aussi du mauvais côté, mais moins du groupe Google, de l'argent qui a été octroyé par Google. Et puis de là, a été créée une collectivité de journalisme canadien qui, parce que c'était, si je me trompe pas, non, je suis sûre si c'est 3 ou 5 millions, là, tout d'un coup, je mélange les subventions, là. Alors, cette collectivité-là est responsable de l'argent et le distribue de façon très méthodologique, comme ça que c'est juste pour le petit média où il y a 2 personnes, 2 propriétaires, celui qui est encore petit comme nous, qui a 10-12 employés, et puis il y a des plus gros médias communautaires, donc pour que ce soit juste. Et puis il ne faut pas oublier que ça, là, c'est quand même un bon coup de pouce. Et puis les programmes comme Patrimoine Canada, donc il y en a d'autres. Mais c'est pas facile de mettre en marche des lois aussi importantes qui sont internationales au bout de ligne. Oui, c'est international, c'est tombé à peu près presque partout, mais ici au Canada, c'est devenu vraiment très fort. Alors maintenant, on a parlé un peu de tout ça, on revient un peu à TVC 22. Alors, vous, en tant que directrice, quels sont les défis, les challenges de chaque jour que vous avez au quotidien? Ouais. Alors, le premier est financier. Donc, quand la pandémie a rasé les finances, donc c'est sûr que la remise en marche, on est encore là, mais c'est pas facile de jour en jour. On est très précaire, on reste précaire, et puis c'est certain que ça, c'est la première difficulté.
celle-là amène d'autres difficultés. Donc, on a des mandats de production avec Vidéotron et puis avec le gouvernement Patrimoine Canada. On a des quotas de contenu Oui. à remplir. Pour ça, ça prend des employés. Pour les employés, ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent, ouais, Et puis aussi, c'est certain que des groupes comme nous, on va avoir plus de jeunes et puis de les garder. Donc, après qu'on les a, et puis on est chanceux. On est très chanceux ici. Je peux pas passer à côté de dire que souvent on me dit oh, c'est difficile d'avoir des employés, travailler avec les jeunes, c'est difficile. Pour moi, j'ai des gens qui attendent, qui veulent venir travailler ici. Je dis pas qu'on est magique, là, mais on fait quelque chose de bien parce que les gens veulent venir. Et puis, les jeunes que moi j'ai eus ici depuis que je suis arrivée, pour passer par le passé, je sais pas, mais depuis que je suis ici, je suis émerveillée de voir non seulement l'énergie, je dirais, l'éthique des jeunes. En tout cas, si vous voulez voir des beaux jeunes au travail, venez ici parce qu'ils sont ici. Mais ils veulent mais de les garder parce que c'est normal qu'après qu'ils ont pris les compétences de l'expérience, c'est normal qu'ils veulent voler des ailes et puis faire des grandes choses, des grands projets. Quand on dit grand projet, je dis tout le temps que parfois l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais quand on dit grand projet, un projet dans un secteur rural, on va dire, c'est aussi un grand projet. Oui, puis il y en a, j'ai des deux côtés. J'ai la jeune personne qui dit, moi, je vais aller travailler à Radio-Canada. L'autre qui dit, moi, je veux faire des projets, des documentaires internationaux. C'est une très bonne expérience. C'est très bien de faire ces expériences-là, mais je pense que, voilà, c'est là où on en vient, c'est cette jeunesse. C'est ça. Cette jeunesse. Oui. Vous êtes aujourd'hui directrice générale, vous avez fait presque 35 ans dans le développement durable, vraiment un long parcours. Et ici aussi, vous n'arrêtez pas de vous régénérer, vous réinventer. Et aujourd'hui, peut-être, il y a ça dont on appelle la transmission du savoir. Oui. La transmission, l'héritage. Est-ce que c'est pas une question, c'est pas quelque chose qui vous vient, vous n'êtes pas en questionnement dessus? Pour moi, je l'ai toujours fait, personnellement. J'étais mentor pour plusieurs étudiants. J'ai enseigné à la cité collégiale. Pour moi, j'aime travailler avec les jeunes. Et puis, j'aime l'énergie. C'est sûr que plus on vieillit, plus on en a besoin. C'est vrai. C'est certain. Mais non, je me questionne pas là-dessus parce que c'est tellement important. C'est Nelson Mandela qui disait si tu veux terminer, ou le plus grand outil pour combattre la guerre, c'est un livre et un crayon. Donc, en d'autres mots, l'éducation. Je pense que si on réalise puis on arrête de mettre les jeunes de côté et à l'arrière, on est bien en avant. Puis moi, je veux dire que la transmission, ça se fait des deux côtés. Quand parce que une personne de mon âge, j'ai pas grandi avec les technologies, c'est pas aussi instinctif que les jeunes, mais on s'entraide.
Donc, moi, je vais partager mes connaissances et puis eux, ils vont m'aider constamment. Mais des fois, c'est surprenant parce que des fois, eux n'ont pas grandi, exemple, avec... ils n'ont pas travaillé tellement avec le Microsoft. Ils vont avoir travaillé plus avec le système Google. Puis moi, mes expériences étaient plus avec des gros projets capital, avec Microsoft. Donc, tout d'un coup, je vais faire quelque chose, mais même avec le Google. Puis là, ils vont dire, ah, comment t'as fait ça? Tu sais, c'est l'échange de savoir. Fait que moi aussi, j'ai quelques connaissances de digital, mais c'est certain qu'eux en ont plus. Mais moi, je vais emmener ils s'étonnent aussi, quoi. C'est ça. Mais ce qui est important pour ça, c'est d'avoir une atmosphère ouverte. Une atmosphère où on sent... collectif, mais où on sent en sécurité de dire, ben, je sais pas comment faire ça. Et puis, pour moi, d'être capable de dire, ben, garde, essaye-le, fais... voici les outils. D'être humble. C'est ça. Et puis accepter que ce sera peut-être pas parfait, là. Mais de continuer. D'oser, essayons. C'est ça. Comme j'ai une étudiante qui nous est arrivée, puis de pouvoir dire. La porte ouverte, littéralement tout côté. Une jeune étudiante qui nous arrive l'été passé au secondaire, ils ont besoin de faire 40 heures de bénévolat. Et puis, donc, elle est arrivée, elle voulait faire ses heures de bénévolat avant même de commencer son secondaire. Donc, très ambitieuse. Fait que quelqu'un qui m'arrive avec une attitude comme ça, à 14 ans, je suis... Fait que là, on a commencé à lui donner des petites affaires faciles, mais rapidement, on a vu qu'elle avait beaucoup plus de talent. Et puis finalement, quand on a décidé, elle avait fini ses heures, elle en a fait 120 durant l'été, donc 3 fois ce qu'elle avait besoin. Et puis là, elle voulait un emploi à temps plein. Donc, mais quand j'ai regardé mon contrat, je dit, mon Dieu, ah oui, à 14 ans, on a le droit, mais je n'étais même plus sûre si j'avais le droit. Mais elle se dépasse. J'y donne des petites tâches, puis des fois, elle me regarde, elle dit, j'ai jamais fait ça. Mais si on l'épaule, on lui donne les outils, finalement, elle devient une star pour nous. Et puis, c'est ça. Ça fait qu'il faut être capable d'avoir l'atmosphère où les jeunes se sentent... Dans un contexte de bienveillance. De bienveillance. Ils se sentent poussés parfois. Mais le succès, quand ils arrivent au succès, c'est super le fun. C'est vrai. C'est fait. Faut que ça devienne plaisant. Alors, nous sommes arrivés à la 52e minute. J'avais encore plusieurs questions. La caprice de la radio, c'est le temps. le temps nous fait défaut. Oui, toujours. C'est dommage. J'avais encore plein de questions parce que on a beaucoup de choses à dire dans la presse. Et je pense qu'il est important que aussi le public voit un peu ce que vous faites au quotidien, vos combats, on n'en a pas encore eu le temps d'en parler, peut-être encore une deuxième partie plus tard, mais surtout pour vos combats, ce qui est au quotidien, vos difficultés, vos défis, pour qu'ils puissent le comprendre, puisque parfois on nous attribue des choses que nous n'avons pas, on nous attribue des forces que parfois on nous voit comme des surhumains, ou voilà quoi. Donc ça c'est aussi une chose. Alors la dernière question serait simplement sur la TVC 22. Dans le temps, elle s'est diversifiée, beaucoup diversifiée. Vous parlez anglais et vous parlez aussi français. Oui. Alors l'avenir de la francophonie, comment elle se porte, et surtout la question que je pose, comment faire préserver ou faire perdurer dans le temps, des concepts qui feront que des concepts qui favoriseront le patrimoine franco-ontarien. Oui. On a, l'année passée, eu une subvention de PAFO, le Programme des affaires francophones en Ontario. Ontarienne, pardon. Et puis, on a réappliqué, et puis on fait beaucoup de demandes, en fait, qui favorisent la francophonie ontarienne. Les organismes
de langue minoritaire dans des milieux minoritaires, pardon. Ok. De langue officielle en milieu minoritaire. Alors ça, il y en a beaucoup. Mais faire les subventions, c'est super difficile. C'est long, c'est énormément de temps pour quelque chose que tu n'as aucune garantie. Tu n'as aucune garantie. Et puis, il y a de plus en plus de demandes pour de moins en moins d'argent. Alors ça, c'est super difficile. Donc, persister dans ça, faut le faire, faut continuer. Mais de là, les organismes franco-ontariens doivent travailler moins en silo et plus en collaboration. Et puis de là, nous autres, pour aider à ça, ça va être notre laboratoire vivant. Et puis des partenariats, comme là, on regarde un partenariat avec le Conseil des écoles publiques de l'Est d'Ontario. On a une entente en principe pour une relocation dans une école. On fait des projets avec des écoles de conseils scolaires, district catholiques. Donc, des projets, des partenariats plus formels, parce que nous, on est une OBNL, mais ceux qui ont besoin le plus de nous, c'est d'autres OBNL. Fait qu'eux nous arrivent et ils disent, bon, on n'a pas beaucoup d'argent. C'est ça. Fait que c'est un petit peu là. Donc, si on travaille ensemble, ça devient plus facile. Donc, les stratégies vont revenir à ce que je disais tantôt, les partenariats, les collaborations. Pour qu'une presse soit respectée, qu'est-ce qu'il faut? Ben, définitivement, des éthiques très fortes. Et puis, ça c'est sans aucun doute. Et puis, l'autre chose, encore là, c'est les programmes auxquels tu participes, les chouettes partenariats que tu fais. Ouais. Ça, je pense que c'est les 3 éléments les plus importants. Alors, nous avons presque terminé. En tout cas, Madame Renée Gratton, merci. Merci à vous. À part cela, Madame Renée Gratton, qui est acharnée dans le travail en tant que directrice, quels sont vos loisirs quotidiens? Qu'est-ce que vous aimez faire de plus? Moi, j'adore être en forêt. L'été, le canot camping, marche en forêt, c'est ce que j'adore. Et puis, ouais, c'est mon grand plaisir. J'aime beaucoup. D'accord. Alors, un petit mot pour les personnes qui vous suivent, les auditeurs de la radio Marouja FM, les auditeurs de TVC 22 aussi qui vous suivent actuellement sur le plateau ici de TVC 22 Rockland. Alors, dites-nous un peu, voilà, un dernier mot, si vous voulez le dire en anglais ou en français, c'est comme vous voulez. Voilà. Peu importe, je vais le dire peut-être dans 2 langues. Merci, et puis vous pouvez nous trouver tout simplement à tvc22.ca. Et puis de là, vous verrez tous nos médias sociaux. On est disponible pour servir en français ou en anglais. Mais on est définitivement passionné, et puis on veut servir la communauté de l'Est ontarien et puis supporter les milieux ruraux. Alors, merci de nous accueillir et puis de venir avec nous. Alors, c'est ça. Merci. Alors, merci, et on se dit la suite dans un instant. Suivez un peu. Voilà, on va terminer encore avec ce petit reportage qui nous a... On a pu voir un peu comment ça se passe ici, un très beau décor, un très bon endroit, bien disposé sur Auckland. Donc on se dit bye bye, et la suite on se verra, on ne sait pas, peut-être sur une deuxième partie, peut-être. Ça va dépendre de Madame Renée Gratton, mais il y aura encore des surprises. On va vraiment, cette année 2025-2026, on fera des grandes choses de grande envergure pour vous satisfaire. Merci, et on se dit bye bye.